Bonjour. Donc on va commencer ce cours sur les outils de programmation et notamment on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut débugger un langage compilé. En l'occurrence, ce langage compilé, ça sera le langage C dans tous les exemples. Donc, petite introduction sur ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc tout d'abord, lorsqu'on compile un langage, on a d'une part le code source, un processus de compilation qui va fabriquer un binaire exécutable. Et le problème, c'est que contrairement à un langage interprété, une fois qu'on a ce binaire exécutable, c'est compliqué d'interpréter, d'exécuter pas à pas, ou d'afficher les variables du code source. Donc, le lien entre ces deux objets est un petit peu compliqué à mettre en œuvre. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est justement comment essayer d'avoir des outils qui vont permettre de conserver ce lien. Donc ce que j'appelle mettre au point un langage compilé, c'est d'une part plusieurs outils. Premier outil, essayer de mettre des traces de débugage euh, qui vont permettre de mettre des commandes d'affichage dans le code et qui vont permettre de voir ce qui se passe effectivement à l'intérieur du code en affichant dans la console des informations. On va pouvoir aussi utiliser un vérificateur de mémoire. Donc on va voir l'exemple de Valgrind. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle un debugger, qui est la version la plus évoluée de tous les outils qu'on va voir ici. Alors il existe des IDE qui permettent de faire ça à l'intérieur de l'éditeur du code. Et nous, ce qu'on va voir, c'est quelque chose qui permet de faire ça en ligne de commande, avec des commandes interprétées qui permettent d'exécuter pas à pas le code source. Donc ce cours va couvrir les traces en C et en C++, le Valgrind et GDB, avec des exemples en direct pour illustrer à chaque fois. Donc on va commencer par les traces de débugage en langage C. Le principe il est assez simple. On va mettre des commandes printf en plein milieu de notre programme. Et quand je dis en plein milieu, c'est à des endroits qui sont bien choisis, évidemment. Alors on peut par exemple afficher des informations quand on entre dans une fonction, quand on sort de cette fonction. Quand on sort, on va essayer d'afficher par exemple la valeur qui est renvoyée juste avant le return. On peut aussi le mettre à des endroits qui sont clés, on va dire, dans l'exécution de l'algorithme, par exemple dans un cas spécial, dans un cas spécifique qui va permettre de montrer sur la sortie standard que on est bien rentré dans ce cas spécifique. Et puis on va pouvoir aussi montrer des variables qui sont en entrée, en sortie de certaines fonctions ou toute autre entrée-sortie. Alors on va voir un petit exemple avec un programme qui permet de calculer la suite de Fibonacci. Alors pour que ce soit un petit peu représentatif de plusieurs types de programmes, il y a une version récursive de ce calcul, une version itérative, un programme principal qui va appeler chacune des deux versions et afficher le résultat. Sachant que le fait qu'il y ait des fonctions aussi, c'est quelque chose d'important, puisque quand on va vouloir débugger, ce sera important d'avoir des fonctions. Alors, des traces de base, on va dire, c'est de faire afficher, comme je l'ai mis ici, des printf au début et à la fin de la fonction. Alors faites attention parce que des fois la fin de la fonction, c'est pas forcément à la fin du code de la fonction. Ici, on a un exemple où on a une valeur qui est retournée, c'est pas à la fin de la fonction. Donc si on veut vraiment afficher toutes les valeurs qui peuvent être retournées par la fonction, bien faire attention à tous les cas de figure. Et puis, lorsqu'on va exécuter le programme, eh bien, on va voir s'afficher toutes ces traces de débugage. Alors, avant de passer aux traces un petit peu plus avancées, on va mettre en place ces traces de débugage. Donc, voici le programme dont je parlais tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire, c'est dès l'entrée du programme, faire un petit affichage. Alors ici, j'ai décidé de mettre deux chevrons, deux supérieurs pour dire qu'on est à l'entrée d'une fonction. J'ai décidé aussi d'afficher le nom de la fonction. Et puis je vais afficher le paramètre aussi, pour pouvoir savoir avec quel paramètre on l'a appelé. Un petit retour à la ligne. Et puis on affiche le n.
Alors ce truc-là, on va l'afficher aussi, mais à la fin, c'est-à-dire qu'on sort de la fonction, et puis on va afficher aussi le résultat. De la même manière, on va afficher le résultat ici pour ce fameux cas particulier. Alors évidemment, je ne vais pas oublier de mettre les accolades, sinon mon code serait faux. Et puis là, le résultat qui est renvoyé, c'est n, c'est pas res, donc je vais faire afficher. Je compile, et puis j'exécute. Et qu'est-ce qui se passe? Le résultat est affiché, sauf que là, il ne l'affiche pas, j'ai oublié de mettre un paramètre. Alors ici, hop, hop, et ici aussi. On recompile, ce qui prouve bien que c'est en live. Voilà, et le résultat est affiché. Donc on est rentré dans la fonction avec comme argument 15, on sort de la fonction avec comme argument 15, et le résultat renvoyé est 610. Donc voilà, ça on peut le faire pour les autres fonctions, pour n'importe quel endroit. On fait comme on veut. Donc maintenant, on va passer à des traces de débugage que j'ai appelées un petit peu plus élaborées, puisqu'on va faire en quelque sorte une automatisation de ces traces par l'intermédiaire d'une macro. Alors les macros en C, les macros du préprocesseur du langage C, qui sont compatibles d'ailleurs avec les macros du C++, vont nous permettre de définir et de remplacer certaines macros par un autre code. Donc ici, la macro s'appelle debug, elle prend en argument une expression, elle va afficher l'expression. Alors ça, c'est une petite subtilité du préprocesseur, c'est qu'on peut transformer l'argument en une chaîne de caractères avec le caractère dièse. On va afficher cette chaîne de caractères, on va afficher ici un numéro de... Non, pardon. On va afficher la chaîne de caractères qui correspond au fichier, on va afficher la ligne qui correspond à la ligne courante au moment de l'appel de la macro, et puis on va afficher l'expression en question. Donc ça, c'est juste pour afficher une chaîne de caractères en quelque sorte. Si maintenant on veut afficher, j'ai appelé ça debug D, D comme décimale, on veut afficher un entier. Dans ce cas-là, on va aussi rajouter la valeur de l'expression ici. Donc on va mettre ça en œuvre dans le même programme. Hop. Donc au lieu de faire directement des printf, on va définir une macro qui prend une expression en argument. Ensuite, alors ne pas oublier de mettre des parenthèses quand on écrit des macros comme ça, c'est un petit détail mais c'est important. Et puis on va faire afficher, donc j'avais dit %s de point %d. Ensuite on fait afficher l'expression. On va faire un petit retour à la ligne, pour que ce soit plus joli. Et puis on va faire afficher, alors c'est une variable qui est définie par le préprocesseur, qui correspond au nom du fichier et au numéro de ligne au moment de l'appel. On va essayer ça. On va juste mettre Fibo par exemple. On n'a pas besoin de mettre une chaîne de caractères puisque la chaîne de caractères va être transformée directement par la macro ici. Voilà, on a bien le numéro de ligne ici qui est affiché avec le nom du fichier et puis mon expression Fibo. Maintenant, si je veux afficher non plus une chaîne de caractères mais un entier représenté dans l'expression, j'ai plus qu'à mettre ça, tac, égal %d. Et je fais afficher ici mon expression. Entre parenthèses, hop. Et là, je vais mettre debug d par exemple, n. Hop. Et là, j'ai bien n qui est égal à 15, qui est bien l'argument. Donc ça, c'est une manière, on va dire, un peu plus propre de faire les traces de débugage. Alors la version un petit peu plus élaborée de ces traces de débugage, c'est tout simplement de dire qu'on va définir la macro comme étant celle qui affiche le débugage quand ici une variable est définie, que j'ai appelée trace,
Et puis lorsque cette variable n'est pas définie, on va remplacer la macro par une macro qui ne fait rien du tout, qui ne va générer aucune ligne de code, et qui du coup ne va pas prendre du temps au moment de l'exécution. Donc ça rend possible le fait d'ajouter ces traces de débugage, mais de pouvoir les enlever aussi très facilement. Donc on va le mettre en œuvre tout de suite sur le même exemple. Donc on rajoute juste un if def trace. Et sinon, on va juste dire que ça fait rien du tout. Et ça peut se faire facilement de cette manière. Donc là, on a un code qui normalement ne va rien faire. Alors je vais enlever mes traces que j'avais faites à la main tout à l'heure. Plus rien qui s'affiche. Donc là, plus rien ne s'affiche, à part évidemment ce que le programme fait afficher par défaut, c'est-à-dire le résultat du calcul. Donc maintenant, si je veux activer les traces, j'ai juste à faire desDefine trace, ou au moment de la compilation, faire un -d trace, ça marche aussi. Et là, mes traces vont maintenant être affichées. Donc ça, c'est bien pratique parce que si on ne veut plus afficher les traces, alors il y a tout un tas de variantes. On peut aussi avoir des degrés d'affichage, hein, pour avoir un numéro qui dit quelle est la verbosité de notre affichage de traces, et afficher plus ou moins de choses lorsque ce niveau de verbosité est atteint ou pas. Donc ça, on en a fini avec les traces de débugage. C'est un moyen très très simple. Vous voyez, en quelques lignes de code, on arrive à activer ces traces de débugage. Et c'est la solution la plus simple pour comprendre pourquoi un programme ne marche pas, par exemple. Alors une autre solution qui est plus, on va dire, liée au fait que parfois des programmes peuvent avoir des problèmes de protection de la mémoire. Donc ça s'appelle un memory checker, hein, donc quelque chose qui va vérifier au moment de l'exécution s'il n'y a pas d'erreur de protection de la mémoire. Alors c'est important parce que parfois il y a des erreurs de protection de la mémoire, mais on ne le sait pas, on le sait seulement plus tard. Un vérificateur de mémoire va montrer l'erreur dès qu'elle apparaît, avant même que le programme crash ou ait des comportements bizarres. Donc pour ça, bon, il faut activer l'option de débugage, donc qui va mettre des informations sur les symboles dans votre exécutable, de telle sorte que quand vous allez faire l'affichage, enfin quand Valgrind va faire l'affichage, il va vous indiquer quel est le numéro de ligne problématique et quelle est éventuellement la ligne de code associée avec la variable associée. Donc c'est important d'activer cette option. Ensuite, on va invoquer l'exécutable avec le programme Valgrind plutôt que directement Valgrind plutôt que directement l'exécutable. Il va vérifier, il va exécuter. Puis là, bon, c'est un programme qui n'a pas d'erreur, donc à la fin, il est affiché qu'il n'y a pas d'erreur. Alors on va essayer d'introduire une petite erreur dans notre programme. Alors c'est assez simple de faire des erreurs. En général, les étudiants arrivent très bien à faire ça. Donc on peut faire un truc du genre int étoile p, et puis faire un scanf %d, p. Alors si on compile ça, ce qui va se passer, on attend une saisie évidemment, puisque j'ai mis un scanf. Je tape la valeur, et qu'est-ce qu'il va me mettre? Il va me dire, attention, alors c'est où quelle est l'erreur? Elle est ici. On a utilisé une valeur qui n'a pas été initialisée. Alors la valeur qui n'a pas été initialisée, c'est celle du pointeur ici. J'ai un pointeur qui a été déclaré sur un entier. Je mets le résultat de la saisie à l'adresse de ce pointeur, sauf que ce pointeur n'a pas été initialisé. Donc il se trouve, je ne sais pas si ça a planté, on peut essayer de voir si le programme plante. Voilà, il ne plante même pas dans ce cas-là, le programme, mais par contre, il y avait une erreur qui a été détectée.
Donc il ne plante pas parce que peut-être que l'adresse qui a été par défaut dans le pointeur n'a pas donné d'erreur de protection des mémoires, donc ça n'a pas planté. Par contre, Valgrind a bien détecté qu'il y avait une erreur de protection. Alors pas de protection, mais d'une variable qui a été utilisée alors qu'elle n'avait pas été initialisée. Donc c'est non seulement des vérifications de la mémoire, mais aussi des vérifications qu'on n'a pas utilisées, des variables qui ne sont pas initialisées, etc. Donc ça c'est très très important quand on veut vérifier qu'on n'a pas de soucis dans un programme. C'est un outil qui est très très utile. Alors voilà un petit exemple de ce qu'affiche le programme. Un petit exemple avec une erreur, c'est celui que je vous ai montré à l'instant, où là il va dire qu'il y a une valeur qui n'a pas été initialisée. Alors dans ce cas-là, dans l'exemple que j'avais fait là, il y avait une erreur de segmentation dans ce cas-là. Donc vous voyez que ça dépend vraiment du cas d'utilisation. Parfois ça va planter, parfois ça ne va pas planter. Au moins, Valgrind permet d'être sûr qu'on a ou qu'on n'a pas fait d'erreur. Alors on arrive à la troisième partie de ce cours, qui va concerner vraiment l'utilisation d'un débugger. Alors comme pour Valgrind, on va utiliser l'option "-g" dans GCC. Cette option, je vous rappelle, permet d'insérer des symboles dans le binaire directement, de telle sorte que le débugger va pouvoir connaître les symboles, va pouvoir connaître les lignes, les numéros de ligne, et le code associé au binaire, et pas uniquement le binaire. Donc on active cette option, et puis après, on va lancer GDB avec comme argument le non exécutable. Donc ici, je vais peut-être enlever une erreur. Et puis, je vais recompiler et GDB. Voilà. Là, il affiche tout un tas de choses. Alors, pardon, c'est quitte. Si on veut pas afficher toutes ces choses, on peut mettre -Q. À ce moment-là, il est un petit peu moins verbeux. Donc ça, c'est la version courte. Pour sortir, c'est quit ou alors CTRL-D. Donc quit, je vous l'ai déjà montré. CTRL-D permet de sortir. Et par défaut, le programme n'est pas exécuté. C'est-à-dire que là, il a juste chargé le binaire et il est prêt à attendre les commandes. Donc on a un interpréteur de commandes à l'intérieur de GDB qui permet d'utiliser tout un tas de commandes qui vont permettre de donner des points d'arrêt, de contrôler le flow du programme, etc. Alors si on veut de l'aide sur des commandes, on peut taper la commande help, qui va nous donner une liste des sous-fichiers d'aide qui existent. Donc par exemple help, je sais pas moi, stack, va nous donner l'aide sur stack, etc. Ou n'importe quelle commande, comme par exemple help run, va nous dire comment marche la commande run. Voilà. Hop, donc justement la commande run, c'est celle qui permet d'exécuter le programme. Alors j'ai pas encore mis de point d'arrêt, donc si je fais run, qu'est-ce qu'il fait? Il exécute le programme, et puis comme ce programme ne demande pas de saisie ou quoi que ce soit, il l'exécute jusqu'à la fin, et à la fin il termine, donc il nous indique que le programme s'est déroulé normalement. Alors pour que ce soit un peu plus intéressant, on va s'autoriser à mettre des points d'arrêt. Donc ici j'avais mis un point d'arrêt à la ligne 12, alors peut-être que maintenant ça correspond plus, je vais aller regarder. Alors est-ce que c'est la ligne 12? Non, c'est la ligne 15 maintenant. C'est ça. Donc on peut mettre un point d'arrêt. Alors la fonction pour le point d'arrêt c'est break, sachant que toutes les fonctions peuvent être abrégées par en général la première lettre. Alors si éventuellement il y a plusieurs fonctions qui commencent par cette première lettre, on va être obligé de mettre 2 lettres, mais la commande break peut être juste mise avec le B pour dire je veux faire un point d'arrêt à la ligne, j'ai dit 15. Hop, donc là, le point d'arrêt est à la ligne 15, il me l'indique ici, du fichier fibo.c. Alors un point d'arrêt à la ligne 15, et après on va lancer la commande run, qui permet de lancer le programme.
Donc là, il m'indique qu'il s'est arrêté à la ligne 15. Il affiche la ligne en question. Et donc là, ça veut dire que le programme, actuellement, il a été lancé, mais il est arrêté à une certaine ligne. Donc ce qu'on va faire maintenant, alors on peut donner le numéro de ligne ou on peut le donner le nom de la fonction. Donc là, dans cet exemple, j'ai mis le nom de la fonction. Et là, alors je vais vous montrer aussi avec le nom de la fonction. Là, c'est ligne 22. D'accord? Donc après, une fois que j'ai lancé le programme, je peux contrôler, on va dire, le flux d'exécution. Alors, je vais aller directement au contrôle de flux de l'exécution. Donc, si on veut passer à l'étape suivante, à la ligne suivante, on va taper Next. Donc, c'est la prochaine ligne, mais on ne va pas à l'intérieur des fonctions. Si on veut aller à la ligne suivante, mais au sens instruction, c'est-à-dire qu'on va dans les fonctions, ça va être Step. Until, ça permet de passer à la ligne suivante, mais à sortir d'une boucle, si jamais on était à l'intérieur d'une boucle. Et puis Continue, il va permettre de continuer jusqu'à ce qu'on ait atteint un autre point d'arrêt. Donc je vais faire Continue, par exemple. Hop, et il a atteint un autre point d'arrêt. Hop, je peux refaire Continue, etc., etc., etc. Bon, après, je peux l'arrêter, je peux faire ce que je veux. Hop, continue encore. Next. Voilà. Next, step. Tas de choses qui vont permettre de se déplacer dans l'exécution du programme. Alors là, on voit qu'une seule ligne, c'est pas très pratique. Alors même si ça fait partie des choses que je dirai à la fin, on peut afficher tout ce qui se trouve autour de la ligne à laquelle on est arrêté. Donc 5 lignes qui suivent et 4 lignes précédentes. Donc là, on est sur le return ici et on va voir 5 lignes ou non, 4 lignes qui se trouvent après et 5 qui se trouvent avant. Voilà. Donc ça permet de savoir, de situer, parce qu'une seule ligne, des fois, c'est pas très pratique pour savoir où on en est. Alors je reviens au point d'arrêt. Donc on peut indiquer un numéro de ligne, un nom de fonction. On peut aussi indiquer une condition. Alors je vais tout quitter pour effacer mes points d'arrêt. Hop. Et je repars de 0. Donc si je fais... je vais d'abord regarder dans le programme. Donc, ce que je vais faire, par exemple, c'est mettre un point d'arrêt sur cette ligne, la ligne 32, mais seulement, par exemple, si i est égal à n. Alors, ligne 32. Alors, ligne 32, if i est égal à n. Hop, maintenant, je lance. Hop, on va bien. Un point d'arrêt qui a été exécuté. Alors, comment est-ce qu'on peut afficher? Bon, on peut évidemment afficher les valeurs. C'est quelque chose que je voulais voir après. Hop. Ah non, c'était où? J'ai oublié de le mettre. Donc normalement, c'est la commande print. I est égal à 15 et n est bien égal à 15. Donc ça permet d'afficher des variables au moment de l'exécution, on va dire, du programme pour pouvoir savoir où est-ce qu'on en est. D'accord? Donc là, j'ai mis un point d'arrêt quand i et n devaient être égaux. Donc évidemment, j'ai i et n qui sont égaux à 15 ici dans ce cas-là. Alors, donc ça, on a vu. On peut aussi rajouter un point d'arrêt lorsqu'une expression va changer. Alors ici, je montrais l'exemple. Je veux regarder quand est-ce que res change. Donc je peux le faire en mettant watch res. Alors pour ça, il faut être déjà à l'intérieur de l'exécution du programme.
et ensuite, si je fais continue, le programme va s'arrêter. Alors continue. Oui, bon là il peut plus, parce qu'on est sorti de l'endroit où REST était défini. Donc ça c'était valable. Mais je crois que comme j'étais à la dernière itération, REST n'a pas été changé. Donc c'est normal qu'il ne se soit pas arrêté. Peu importe. Donc watch permet de s'arrêter quand une expression va changer. Alors cette expression, c'est pas forcément une expression qui existe dans votre code. Si vous voulez savoir quand A ou B change, vous pouvez faire watch A fois B. Vous êtes sûr que A fois B va changer quand A va changer ou B va changer. D'accord? Alors pour effacer des breakpoints, on a la commande clear. Alors clear prend le même argument que le breakpoint. Donc par exemple, j'avais fait un breakpoint sur Fibo, je crois. Je l'ai pas mis. Non. Il était sur quoi? Bon, peu importe. Je peux faire un delete en mettant le numéro, par exemple 1. Et 2, j'en avais pas. C'était un watchpoint, c'était pas un breakpoint. Ensuite, donc clear, si vous avez fait un break Fibo par exemple, vous pouvez faire un clear Fibo. On peut le voir ici. Hein. Break. Hop, donc c'est le breakpoint 3. Je peux l'effacer en faisant delete 3 ou en faisant clear. Là, il a effacé le breakpoint 3. Hop, donc ça, on en a déjà parlé. Ici, des petits exemples. Ensuite, on peut modifier pendant l'exécution du programme. Donc, on va regarder où est-ce qu'on en est là. Est-ce que je peux, par exemple, faire la modification de la variable val? Alors, val, si je peux faire cette variable val égale 3, par exemple. On va me modifier la valeur de la variable val. Donc maintenant, si je fais un print val, j'ai val qui est égal à 3, alors que normalement, il n'était jamais changé dans le code. Donc attention à utiliser avec précaution, évidemment, ce genre de choses, ça modifie complètement l'exécution du programme. Ensuite, on peut afficher la pile d'exécution avec cette commande. Alors là, j'étais uniquement dans le main, donc évidemment, c'est pas très intéressant, mais si on a fait des appels récursifs, comme je l'avais fait ici, ça va afficher toute la pile d'exécution des appels récursifs. Et puis le fait d'afficher le programme, ça je vous ai déjà montré tout à l'heure, avec la commande list ou L en abrégé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.